Je remercie beaucoup la commission scientifique de la SRLF de m'avoir invité à parler des urgences hypertensives. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer concernant cette présentation. Alors en fait, qu'est-ce qu'on peut raconter de neuf sur les urgences hypertensives? C'est une question qu'on s'était posée il y a quelques mois avec Paul Marik dans Intensive Care Medicine. En 2007, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors peut-être pas concernant les définitions, quoi qu'encore, concernant l'épidémiologie et puis surtout le traitement et la présentation clinique. La définition, il n'y a pas vraiment de nouveauté, mais il y a toujours quelque chose qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il y a une définition de l'urgence hypertensive qu'on utilise beaucoup en France et qui repose sur l'existence d'une HTA, avec des niveaux élevés, notamment de systolique et de diastolique, vous voyez bien, avec une rétinopathie hypertensive associée, qui est donc nécessaire pour le diagnostic, qu'elle soit de grade 3 ou 4. Et puis, la définition, qui est beaucoup plus en cours chez les anglo-saxons, associe en effet une hypertension artérielle, avec les mêmes seuils pour les niveaux, mais distingue la présence ou l'absence de défaillance d'organes, et parle d'hypertensive urgencies en l'absence de défaillance d'organes, et d'hypertensive emergencies. En cas de défaillance d'organes, je n'ai pas trouvé de... On n'a pas cette subtilité en français entre les deux mots, donc je ne les ai pas traduits, ce serait ridicule. Mais vous voyez que la définition du coût est différente et je pense, on le verra, que la deuxième est très intéressante parce que de fait, c'est une définition qui détermine le traitement. Au plan épidémiologique, il y a des nouveautés épidémiologiques parce que ces 5 ou 10 dernières années, il y a des publications qui sont sorties avec un très grand nombre de patients atteints d'urgence hypertensive. Vous voyez ici, par exemple, cette immense série américaine qui laisse dégager 3 importantes caractéristiques épidémiologiques. D'abord, la fréquence qui augmente modérément au cours des dernières années. Ensuite, la mortalité qui, d'une part, semble diminuer, mais enfin, vu le nombre de patients, on peut y croire, depuis 2005, peut-être à cause de l'évolution thérapeutique, peut-être à cause de la rapidité de détection de ces maladies. Et puis, une mortalité qui est aux alentours de 3%, c'est retrouvé dans plusieurs autres études. Donc on peut dire que c'est une mortalité qui n'est pas négligeable. Ça, c'est une étude intéressante menée à Birmingham qui est menée régulièrement sur les urgences hypertensives qui sont traitées dans cet hôpital-là. Et justement, ils ont pu voir l'évolution de la survie depuis les années 70 avec une évolution considérable de la survie qui est bien mise en évidence ici. L'inverse aurait vraiment été étonnant depuis 67 néanmoins. Dans cette étude italienne, on voit, mais c'est rapporté en fait dans beaucoup d'autres études, que l'existence d'une hypertension préalable, c'est 75% des cas. Il y a 25% des cas qui se présentent sur une HTA. Non pas qu'il n'y en ait pas, mais en tout cas qu'elle n'ait pas été connue au préalable. Cette étude montre, d'autres aussi le montrent, que la part des urgences avec défaillance d'organes, c'est 25% des urgences hypertensives, des HTA graves. Et 75% dans lesquels il n'y a pas de défaillance d'organes, on va le voir, ça a une importance thérapeutique évidente. Dans cette étude aussi, on montre bien que les urgences, les crises hypertensives avec défaillance d'organes se distinguent peut-être des autres en fonction du genre du patient. Il y a plus d'hommes dans les crises graves, mais ce n'est pas très net. En revanche, ce qui est important, c'est que le niveau de pression artérielle est le même, en d'autres termes. C'est pas parce que, il n'y a pas de défaillance d'organes parce que le niveau de pression artérielle est plus élevé. C'est quelque chose de très important à garder en tête pour la prise en charge. Les mécanismes, en fait, quand on regarde, il n'y a pas eu beaucoup d'études physiopathologiques sur les mécanismes, alors pas de l'HTA bien sûr, mais de l'HTA grave. Et c'est un peu complexe. Néanmoins, je crois qu'on peut résumer les choses et dégager quelques mécanismes importants. À l'origine, il y a un trigger hypertensif, un événement qui doit être, semble-t-il, un événement brutal, qui peut être même un stress psychologique, c'est rapporté, qui peut être une charge sodée importante, qui peut être la prise d'un médicament, la prise d'un toxique, de cocaïne, et qui entraîne la libération de vasoconstricteurs circulants, noradrénaline, angiotensine 2, bien entendu. Très important, cette augmentation du taux des vasoconstricteurs circulants entraîne un phénomène d'autorégulation. Et ça, c'est un point fondamental qu'il faut bien garder en tête, qui vise à réduire le diamètre des artères de moyen calibre afin de protéger les territoires d'aval d'une augmentation du débit.
Ça se représente sur cette courbe physiologique bien connue, la courbe d'autorégulation entre le début de perfusion d'un organe et la pression de perfusion d'un organe, qui, vous le savez, en dehors du myocarde gauche, est la PA moyenne. Et on voit que quand la pression artérielle augmente, initialement, le débit reste constant, donc évidemment grâce à une vasoconstriction, protégeant les organes d'aval d'un surdébit. Par exemple, pour le cerveau, c'est très important. Le surdébit dans le cerveau, enfin l'augmentation importante du débit, a des conséquences délétères importantes. Et alors à l'inverse, c'est le même mécanisme qui explique la vasodilatation dans le choc septique, enfin dans l'état de choc, pardon, et l'augmentation de l'extraction en oxygène. En revanche, quand ces capacités sont dépassées, à ce moment-là, le débit augmente et l'organe en subit les conséquences. Autre point important, vous le savez sans doute, mais les patients hypertendus chroniques ont un décalage de cette courbe d'autorégulation vers la droite, ce qui veut dire qu'ils sont plus longtemps protégés contre l'hypertension artérielle élevée. Bien entendu, c'est l'inverse pour un autre cas qui nous concerne souvent, qui est l'état de choc. Ils sont moins protégés contre l'hypotension, ils le sont plus contre l'hypertension artérielle à cause de ce décalage vers la droite. Quoi qu'il en soit, quand cette autorégulation est dépassée, que l'échec apparaît, tout d'abord, en effet, le débit sanguin augmente dans les organes et ça peut, surtout pour certains organes, je le disais, s'accompagner d'une dysfonction d'organes. Important, cette HTA très importante entraîne, via un réflexe, via l'inflexe pression diurèse, une augmentation de la natriurèse qui conduit à une diurèse qui n'est pas négligeable, qui conduit à une part d'hypovolémie qui donc peut aggraver l'activation du système rénine-angiotensine. Le système en rénine-angiotensine, bien entendu, produit de la rénine qui vient dans un cercle vicieux augmenter le taux des vasoconstricteurs circulants, enfin en pratique de l'angiotensine 2, et puis activer une pléiade d'acteurs endothéliaux dont vous le voyez des cytokines ou des molécules d'adhésion endothéliale. Et ces mécanismes-là aboutissent à des conséquences qui sont assez funestes, l'activation de la coagulation, avec au maximum une microangiopathie thrombotique, des lésions endothéliales qui peuvent conduire à l'ischémie dans certains organes, c'est important, comme la rétine, qui peuvent conduire à un œdème, pensez au cerveau ou à la rétine pour comprendre l'importance de cet œdème, et puis à des hémorragies sous l'effet des lésions endothéliales et de l'hypertension, de l'augmentation de la pression hydrostatique à l'intérieur du vaisseau. Si on veut retenir les choses importantes sans doute dans ce schéma-là, c'est que le trigger hypertensif est brutal. On peut retenir cette notion d'échappement au phénomène d'autorégulation et le rôle central du système rénine-angiotensine dans cette physiopathologie. Et la rétine, finalement, c'est une bonne illustration de cet ensemble d'anomalies, avec l'inadaptation de l'autorégulation qui crée, vous savez, cet aspect typique des artères irrégulières, les hémorragies avec les classiques hémorragies en flamèche, et les œdèmes pour expliquer l'œdème papillaire et ces exsudats cotonneux qui sont faits de protéines sous-endothéliales. On a ici en vision directe par cette fenêtre toutes les anomalies qu'on voyait sur le schéma précédent. Les causes, alors là, évidemment, rien n'a changé d'essentiel. L'hypertension artérielle essentielle, justement, c'est 75% des cas et 25% pour les autres. Et au premier rang desquels, il y a, donc en dehors du contexte de la grossesse, les néphropathies. Et vous savez, les néphropathies qui peuvent créer ces crises aiguës hypertensives, avec plusieurs articles qui ont été publiés sur la recrudescence des cas d'urgence hypertensive suite à la prise de cocaïne et dans une relation qui est d'ailleurs dose dépendante. C'est assez intéressant. La présentation clinique, le message peut-être important qu'il faut retenir, c'est que cette présentation clinique est très très variable et qu'il peut s'agir de symptômes qui sont très peu spécifiques. Dans le grand registre STAT, donc un grand nombre de patients aux États-Unis, vous voyez que les symptômes qui amènent les patients à se présenter sont très atypiques, sont très peu évocateurs de quelque chose de précis. Dyspnée, douleur thoracique, céphalée. J'étais étonné par le nombre de déficits neurologiques focaux qui sont quand même présents dans un tiers des cas. Évidemment, on fait rapidement le diagnostic avec la prise de pression artérielle. Dans cette étude-ci, l'étude italienne de tout à l'heure, ils décrivent bien les manifestations des hypertensive emergencies avec défaillance d'organes. Et vous voyez que dans quand même 30% des cas, ça se manifeste par un OAP, infarctus du myocarde dans 17% des cas, donc c'est en fait un aspect important de ces HTA graves avec défaillance d'organes, bien sûr la dissection aortique, et l'insuffisance rénale que j'aurais imaginé avoir des chiffres plus importants que ça.
Toujours la question de la MAT, c'est une particularité de la présentation clinique, car le problème étant de savoir si c'est la MAT qui crée l'hypertension ou l'inverse, et c'est un problème diagnostique d'autant plus important que les conséquences thérapeutiques sont évidemment fondamentalement différentes. En regardant bien la littérature, ce que j'ai fait, on n'en trouve pas vraiment dans des grandes études de critères qui puissent facilement différencier les deux situations. Dans cette revue de la littérature, ces deux auteurs japonais insistaient sur le fait que finalement, le plus important, c'est l'absence de récupération de la thrombopénie et de l'hémolyse en dépit du contrôle de la pression artérielle. Donc ça ne nous aide pas beaucoup, ça veut dire qu'il faut attendre l'effet du traitement antihypertenseur. Ils décrivent aussi que la thrombopénie serait peut-être plus profonde et l'hypertension un peu plus importante, mais rien qui soit retombé systématiquement dans des grandes études épidémiologiques. L'encéphalopathie hypertensive, on a vu que vous avez vu dans l'étude tout à l'heure, c'est à peu près 5-6% des cas. C'est lié au dépassement des phénomènes d'autorégulation au niveau du cerveau, on l'a vu tout à l'heure, qui entraîne des lésions cérébrales bien spécifiques dans lesquelles il y a l'œdème, qui évidemment est le plus grave, mais aussi une dysfonction endothéliale, une ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Vous savez la présentation de ces urgences hypertensives à manifestation cérébrale, avec des signes qui sont extrêmement variables. Et ce qui est important, c'est que, je n'ai pas le temps de vous montrer là les études, mais qu'il est bien montré que les rétinopathies au fondail n'est pas présente systématiquement dans ces cas d'encéphalopathie hypertensive. Donc ça souligne le fait, à mon sens, que la définition qui fait reposer le diagnostic d'HTA grave sur l'examen du fondail est sans doute pas justifiée. Vous savez aussi que le diagnostic se fait à l'IRM, en T2 flair, avec ces lésions particulières de la substance blanche bilatérale symétrique et des régions postérieures. Je ne sais pas trop pourquoi, mais sans doute parce qu'elles sont moins riches en terminaisons sympathiques et moins protégées par la vasoconstriction sympathique protectrice dont on parlait tout à l'heure. Néanmoins, il y a beaucoup de formes atypiques, avec même des lésions de la substance grise, et d'ailleurs qui peuvent se manifester par des crises d'épilepsie, des lésions qui ne sont pas forcément bilatérales, symétriques, et pas forcément dans les régions postérieures, donc des formes qui sont parfois atypiques. Et puis, vous savez que finalement, on a rapproché ce syndrome de l'encéphalopathie hypertensive du PRES, du postérieur réversible encéphalopathie syndrome, qui peut être créé par ces HTA graves et puis par d'autres causes qui, pour le coup, ne s'accompagnent pas d'hypertension artérielle, au premier rang desquelles les immunosuppresseurs, la cyclosporine, et puis on le voit aussi chez les patients atteints de VIH, avec un tableau cérébral et clinique qui est un tableau identique. Enfin, concernant le traitement, pas grand-chose de vraiment neuf concernant le traitement, mais les messages restent fondamentaux. Tout d'abord, il faut être très clair, ce qui justifie un traitement intraveineux de la crise hypertensive, c'est l'existence de défaillances d'organes. C'est pour ça que la reconnaissance de ces défaillances est fondamentale. Et il est même délétère, je n'ai plus le temps là de vous montrer des études qui le montrent bien, il est même délétère à cause du risque d'hypotension de donner un traitement hyperactif, entre guillemets, chez ces patients qui n'ont pas de défaillance d'organes. L'objectif dans ce cas-là, c'est de réduire la pression artérielle beaucoup plus lentement. Et le corollaire de ça, c'est qu'il faut éviter les hypotensions avec des médicaments qui soient facilement maniables, donnés par voie veineuse. Et ça justifie pleinement l'hospitalisation de ces patients en réanimation ou dans les unités de surveillance continue pour surveiller la pression artérielle. Et le risque des hypotensions est en fait le risque majeur du traitement. Ce n'est pas l'absence d'efficacité. Et on comprend bien aussi que les patients qui sont hypertendus, donc préalablement, c'est quand même 75% de la population, je vous rappelle, ils sont exposés beaucoup plus au risque de l'hypotension, à la différence évidemment opposée de tout à l'heure. Cette étude d'Eurostat, elle est intéressante parce qu'elle a regardé le nombre d'hypotensions, d'épisodes hypotensifs qui étaient détectés chez ces patients. Dans le contexte post-opératoire, les HTA post-opératoires sont fréquents, vous voyez que c'est dans 10% des cas traités qu'il y avait des hypotensions qui étaient significatives et qui étaient détectées, donc ce n'est pas négligeable, mais une fois encore, c'est un des objectifs thérapeutiques fréquents. Enfin, l'hypovolémie est importante, il faut la traiter et sans doute éviter de donner des diurétiques et des dérivés nitrés. Ces patients justifient souvent un remplissage. Alors les médicaments sont nombreux, il y a des vieux médicaments, il y a des médicaments plus récents. Le nitroprusside de sodium, j'étais étonné en travaillant avec Paul Maric de voir qu'il était encore très utilisé aux États-Unis, il n'a jamais été beaucoup chez nous. L'urapidil avec donc le Présil qui est facile d'emploi, qui est assez maniable, qui coûte cher en revanche par rapport à d'autres médicaments. La clivédipine qui est très utilisée aux États-Unis, un inhibiteur calcique de 3e génération, mais qui n'a pas d'avantage clinique reconnu
par l'AFSAB, donc qui n'est pas d'ailleurs en vente, je crois, en France. La nicardipine qu'on ne doit pas donner en gélules fendues sous la langue, là, mais bien par voie intraveineuse, qu'on utilise beaucoup et qui est très efficace. Et puis les IEC qui ont, on l'a vu, une justification physiopathologique forte, mais pour lesquelles il n'y a pas de voie veineuse. Enfin, ce que je voulais montrer sur la dernière diapositive, c'était que au total en France et dans les pays européens, ce qui est le plus utilisé, c'est l'urapidil et la TNT, la nitroglycérine. Donc pour finir, vous voyez, le message essentiel, c'est que le traitement dépend de la présence ou non de défaillance d'organes, d'une part, et que d'autre part, l'objectif essentiel du traitement, c'est d'éviter les hypotensions artérielles. Merci beaucoup pour votre attention.